Bienvenue au podcast de DiaCoach, avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi? Du diabète traité à l'insuline. Bonjour et bienvenue à notre 7e Facebook Live podcast. Je suis Nathalie, patiente experte pour les diabétiques traités à l'insuline. Je vous rappelle que nous sommes à nouveau en direct et vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, nous faire un petit coucou, comme ça je sais qui nous suit. Vous avez la possibilité de revoir le replay sur Facebook et sur YouTube ou d'écouter la version podcast pour ceux qui veulent avoir que le son dans les oreilles. Mon invité aujourd'hui est le professeur Crenier. Et voilà, je vais vous demander de vous présenter. Donc, on va peut-être dire docteur entre nous. Comme vous voulez. Voilà. Comme vous voulez. Donc oui, merci d'abord de m'inviter dans votre Facebook Live extrêmement connu et écouté. Et donc oui, voilà, donc je suis Laurent Crenier, je suis diabétologue. Je suis donc diabétologue responsable de la clinique de diabétologie à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Et effectivement, comme vous l'avez dit, maintenant, cette année, j'ai pris cette place très difficile et qui prend beaucoup de temps de président de l'association du diabète, qui s'appelait avant Association belge du diabète, mais nous avons donc changé de nom et de logo dernièrement. Ok, donc aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'acidocétose, les jeûnes, les cures et les monodiètes pour un petit peu dépatouiller tout ce qu'on entend par rapport à ces régimes cétogènes, etc. Je pense qu'on en aurait pour des heures s'il fallait tout dépatouiller. Oui, ben voilà, un peu remettre les choses en place, mais d'abord je voudrais que vous expliquiez un petit peu ce que c'est l'acidocétose, mais surtout déjà pour une personne qui n'est pas diabétique, mais peut-être insister après pour les personnes diabétiques et celles qui sont traitées à l'insuline. Oui, c'est ça. Mais donc peut-être avant de parler de l'acidocétose, il faut peut-être parler des corps cétoniques. Donc souvent, quand on va parler plus tard d'acidocétose, on a l'impression que les corps cétoniques, donc qui contiennent, c'est parfois des noms un peu compliqués, qui sont le bêta-hydroxybutérate, l'acétoacétate et l'acétone, qu'on connaît mieux. On a l'impression que c'est des poisons, et on a raison de dire que c'est des poisons quand on parle d'acidocétose. Mais il faut d'abord dire que ce sont des substances qui sont fabriquées, comme beaucoup d'autres substances, par le foie, qui sont tout à fait donc naturelles et dont on a besoin pour vivre. Donc l'origine de la production des corps cétoniques, c'est en fait le jeûne. Donc n'importe qui jeûne doit, si vous voulez, d'abord, il faut que vous garantissiez, pour quelqu'un qui n'est pas diabétique, quand on ne mange pas, il faut qu'il y ait toujours du glucose présent dans le sang, puisque le glucose, c'est quand même l'essence, on va dire, du corps, la source d'énergie la plus importante. Et suite à cette fabrication de glucose pendant le jeûne, il y a aussi fabrication de corps cétoniques, car les corps cétoniques, on ne le sait peut-être pas, mais sont une source d'énergie aussi importante pour certains organes, comme le cerveau. Et donc, chez n'importe qui jeûne, il y a fabrication de corps cétoniques, et ces corps cétoniques, loin d'être des poisons, servent à nourrir le cerveau et à suppléer, si vous voulez, pour un manque relatif de glucose. Pourquoi est-ce dangereux alors? Alors, comme toute chose dans la vie, trop est trop, et exactement comme le glucose, qui, comme vous savez, on en a à la fois besoin pour vivre, et comme on a trop, c'est toxique. Eh bien, les corps cétoniques, c'est la même chose. Donc, d'une manière, on va dire, physiologique, les corps cétoniques sont nécessaires à la vie. Mais à partir du moment où la régulation de leur synthèse est complètement dérégulée, eh bien, ils vont être en présence trop importante dans le sang. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent dangereuses. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Comment est-ce que, d'abord, on sait qu'à un moment donné, nous, on sait, les diabétiques, que on se surveille, on a notre glycémie. À partir de quand est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a dépassé justement ce stade et que ça devient dangereux? Voilà. Alors, mais comment peut-on dépasser ce stade? Eh bien, c'est que on peut l'expliquer simplement. L'insuline a de nombreuses actions sur le corps. Donc, bien sûr, comme vous savez, elle régule la glycémie. Mais l'insuline régule aussi la sécrétion, la synthèse des corps cétoniques. Et donc, on va avoir trop de corps cétoniques dans le corps dans des situations où on est en manque d'insuline. Ok.
Et donc, les diabétiques de type 1 en particulier sont les personnes qui sont sujettes à l'acidocétose parce que, comme leur corps ne sécrète plus d'insuline par eux-mêmes, eh bien, c'est évidemment ces situations où on va être à risque de ne pas avoir assez d'insuline, soit parce qu'on ne sait pas qu'on est diabétique et que donc on devrait injecter de l'insuline et qu'on ne le fait pas encore. Ça, c'est plutôt au début. Ça, c'est plutôt au début. Quoique ça peut arriver à tout moment, malheureusement, de la maladie, si on n'est plus capable d'injecter de l'insuline. Soit, quand on est diabétique de type 1 connu, qu'on s'injecte de l'insuline, mais que des situations comme par exemple une maladie, en général sévère, intercurrente, va faire que tout d'un coup le corps va avoir besoin de plus d'insuline que d'habitude. Et dans ce cas-là, l'insuline injectée ne va plus être suffisante, à la fois pour réguler la glycémie, mais aussi pour réguler la synthèse des corps cétoniques par le foie. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on va être à risque de développer la fameuse acidocétose. Ok, est-ce qu'il y a un seuil où c'est différent pour tous les diabétiques? Parce que bon, on parle souvent de dépasser les 250 et qu'on se dit, ok, là, on peut... Est-ce qu'il y a vraiment un seuil à partir du moment où il faut s'alerter et alors peut-être rappeler les symptômes où vraiment il faut commencer à s'inquiéter? Bien sûr. Voilà, chaque fois qu'on parle du vivant, du biologique, de la médecine, vous savez que les seuils, c'est toujours un peu flou. Ce n'est jamais réglé comme un thermostat de radiateur. Mais donc, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de seuil. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à risque d'acidocétose quand la glycémie est élevée. Alors, effectivement, on prend d'habitude comme seuil 200, 250, mais vous êtes la première à savoir que toute personne diabétique qui a 300 de glycémie n'est heureusement rarement en acidocétose. Donc, malheureusement, on ne peut pas dire, voilà, il y a une valeur où on sait qu'on est en acidose. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où la glycémie est élevée, plus elle est élevée, plus le risque est important. Et donc, je dirais que chaque fois que, et on va peut-être en parler après, qu'on sait qu'on est dans une situation à risque et que de plus, la glycémie est élevée, c'est bien sûr des circonstances où il faudrait tester l'acétone, ça c'est sûr. Alors, il y a peut-être, je remarque que les personnes ne connaissent pas, mais il y a vraiment des moyens très très simples de tester et de savoir comment on est en acidocétose et qui existent depuis très longtemps, c'est les fameuses tigettes et qu'on trempe dans l'urine. Et donc, les fameux kétostiques, ça. Voilà. C'est ma jeunesse de médecin. Ça. Oui. Moi, c'est ma jeunesse de diabétique. Donc, et que, voilà, il faut savoir que c'est super simple. Vous allez à la pharmacie, vous allez lui demander les tigettes. Et donc, s'il y a un risque à ce moment-là qui peut se mettre en place, et voilà, il suffit simplement, on n'est pas obligé d'avoir, parce que certains appareils maintenant ont des tigettes et un moyen de le contrôler dans le sang avec une petite goutte, comme les glycémies, mais ça c'est pas accessible et tout le monde ne l'a pas. Mais par contre, si vous allez à la pharmacie, vous allez chercher, vous demandez, voilà, je voudrais contrôler les corps cétoniques. Voilà, merci, les corps cétoniques. C'est très très simple et bon, ça permet de contrôler la situation. Bien sûr. À partir du moment où voilà, on contrôle, on voit qu'on a des corps cétoniques et on commence à avoir des symptômes. Voilà, alors, donc d'abord, on parle d'acidocétose. Heureusement, on n'arrive pas en acidocétose comme ça, sans signe avant-coureur. Et d'ailleurs, avant l'acidocétose, il y a la cétose. Donc la cétose, c'est le moment où les corps cétoniques commencent à arriver dans le sang, peuvent éventuellement donner des symptômes, mais avant le stade d'acidose qui est plus sévère. Heureusement d'ailleurs, parce qu'au stade d'acidocétose, en général, on est aux soins intensifs, ou en tout cas à l'hôpital, alors que les signes avant-coureurs qui arrivent quand on est en cétose, c'est à un moment où on peut encore se traiter soi-même. Encore faut-il, comme vous dites, y penser. Donc, quand faut-il y penser? Déjà, ce n'est pas tellement question de seuil de glycémie, mais c'est surtout le fait que vous êtes élevé. Vous ne savez pas très bien pourquoi vous êtes élevé. Bon, vous avez mangé des pâtes le soir, vous testez une heure après, vous êtes à 300. Je dis, ça ne m'inquiète pas tellement, on sait pourquoi vous êtes élevé. Tout à fait. Mais ici, vous ne savez pas pourquoi vous êtes élevé. Facteur aggravant, si je puis dire, vous essayez de vous contrôler, donc de vous corriger, et malgré le fait que vous injectez de l'insuline pour vous corriger, ça ne descend pas, ou en tout cas beaucoup moins qu'habituellement. Ça, je dirais, c'est quand même un signe auquel il faut vraiment faire très attention. À ce moment-là, c'est peut-être déjà un moment où il faut se tester
les corps cétoniques. Bon, maintenant, imaginez que vous ne testez pas, les choses progressent. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Vous n'allez déjà pas vous sentir bien, de moins en moins bien. Vous allez commencer peut-être à avoir des nausées, avoir mal au ventre, peut-être à vomir. Là, c'est vraiment le moment où il faut se tester rapidement, parce que ça c'est déjà le signe que vous êtes beaucoup plus loin dans la cétose. Et là, vraiment, vous êtes à risque de cette acidocétose. Est-ce qu'il y a moyen encore de récupérer la situation ou c'est mieux d'aller aux urgences? Voilà, alors, plutôt vous maîtrisez les choses, voilà, plus tôt vous prenez les choses en main, plus vous avez de chances de pouvoir récupérer les choses vous-même. Bon, il est clair que quand vous en arrivez au stade de l'acidocétose proprement dite, déjà, vous n'êtes plus en état physique et mental de vous traiter vous-même, et c'est clair qu'à ce moment-là, on ne peut rien faire d'autre que d'être traité par insuline en intraveineux à l'hôpital, voire même parfois aux soins intensifs. Mais c'est clair aussi que beaucoup de cas de cétose, et je vois très régulièrement des patients qui ont connu des cétoses dans leur vie récente ou ancienne. Beaucoup de cas de cétose, quand ils ont été prises assez vite par les patients, ont pu être réglés, soit par le patient lui-même à domicile où il était, soit même en venant à l'hôpital, en consultation. Et en consultation, on peut régler ça en quelques heures, mais sans devoir être hospitalisé. Parce que voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est important. Parfois, on peut avoir l'aide des professionnels de santé sans forcément devant être hospitalisé. Donc je veux dire, si vous avez peur d'être hospitalisé, ne vous dites pas je ne vais surtout pas aller à l'hôpital, parce que ça c'est la meilleure façon d'être peut-être hospitalisé, parce que vous y arriverez trop tard. Donc autant aussi, si c'est bien sûr en journée, pas le week-end, un dimanche à minuit, toujours, ça vaut toujours mieux de téléphoner à votre médecin pour éventuellement avoir des conseils. Moi, ce que je marque par rapport à mon expérience à moi, je ne fais pas beaucoup de corps cétoniques depuis que je suis enfant, mais bon, ça m'est déjà arrivé. Et je remarque qu'on a toujours un frein à mettre une quantité suffisante d'insuline, de peur d'évidemment faire une grosse hypo après. Or qu'il faut un peu dépasser cette peur. Et vraiment, c'est comme si à un moment donné, on se mettait à faire aussi de la résistance. Et on dirait que l'insuline qu'on met n'agit pas bien et qu'on est un peu tiraillé en se disant je vais mettre mais pas trop, du coup on n'en met pas assez, du coup ça met du temps à redescendre et c'est une situation qui est assez angoissante. Je pense que là vraiment le conseil que vous pouvez donner c'est de vraiment mettre une dose suffisante pour casser c'est vraiment un manque d'insuline. Oui, parce que moi je pensais que parfois il suffisait de boire et à l'époque on disait toujours de la Vichy. Non, il faut boire, c'est bien de boire, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant de boire. Oui, mais alors d'abord, vous dites quelque chose qui est très important. Vous dites, moi, je ne fais pas beaucoup de corps cétoniques. Mais c'est tout à fait vrai. Il y a des patients on sait bien qu'ils sont à risque de faire des cétoses parce qu'ils en font très souvent, et d'autres qui n'en ont jamais fait. Effectivement, et c'est vrai, il y a une base tout à fait physiologique à ça. C'est-à-dire que quand on parle d'acidocétose, on dit oui, c'est un manque d'insuline, ce qui est vrai, je l'ai même dit en introduction, mais c'est plus complexe que ça. Donc cette question d'équilibre entre sécrétion ou manque d'insuline et sécrétion de glucagon, qui est une autre hormone qui est aussi sécrétée par les personnes diabétiques. Et on sait que probablement que des personnes qui sécrètent beaucoup de glucagon, on n'en parle jamais, mais peut-être que c'est là, il n'y a pas de moyen d'ailleurs facile de le savoir. Peut-être que celle-là serait plus, dans certaines circonstances aggravantes, serait plus sujette aux acidocétoses et d'autres moins. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de paramètres, probablement certains qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mais qui font que certaines personnes diabétiques de type 1, puisque ça concerne beaucoup plus le type 1 que les autres types, sont plus à risque de faire des acidocétoses que d'autres. Voilà, ça c'est une première chose à savoir. Deuxième chose, pour répondre à votre question, c'est vrai, donc chaque fois qu'une personne diabétique s'ingère de l'insuline, il y a toujours beaucoup comme vous dites, de peur, de réaction émotionnelle derrière, qui fait que même si parfois, je suis toujours frappé de ça, de voir que certaines personnes diabétiques savent exactement ce qu'il faut faire dans certaines circonstances, d'hypo, d'hyper ou autres, mais qui, devant la circonstance, on est parfois un peu amené par nos émotions, ont effectivement, comme vous dites, toutes sortes de freins, et c'est vrai. Et le frein principal de l'acidocétose, c'est que en effet, il faut s'injecter beaucoup plus d'insuline. Quand vous êtes en cétose sévère, attention, pas dans tous les cas. Mais quand vous êtes en cétose sévère, importante, c'est vrai, si on veut casser ce cercle vicieux qui va nous mener à la cétose,
il faut injecter beaucoup plus d'insuline. Et même parfois, on dit, mais bon, c'est un peu... c'est un peu une indication, mais c'est évidemment variable en fonction de la personne et de la situation. Mais on dit qu'il faut souvent injecter le double ou plus du double de l'insuline habituelle. Voilà, et c'est ça qui est impressionnant. C'est très difficile. C'est très difficile pour nous. Par contre, vous allez me corriger si je me trompe. Un jour, vous m'avez donné un petit truc en disant, si vous avez peur, vous mangez quelque chose. Vous mangez, vous injectez. Ouh là là, ça, Madame Kézin, je ne me souviens plus du tout de mais est-ce que c'est correct? Non, mais non. Ou vous ne disons, si, enfin, c'est peut-être pas moi qui vous ai dit ce truc, c'est peut-être un autre diabétologue aussi, je ne sais plus. Bah, disons que, oui, en effet, enfin, je veux dire, si effectivement, si vous voyez que la glycémie chute à un moment donné, le fait de manger un peu de glucides ne va certainement pas influencer d'une manière négative l'acétocétose, puisque l'acétocétose, elle va répondre à l'injection d'insuline. Maintenant, je vous ai peut-être dit ça dans une autre circonstance. Non, mais c'est vrai. Je pense, mais si on voit qu'à un moment donné, puisque maintenant, franchement, avec les lecteurs, c'est facile, on peut se scanner toutes les 5 minutes, hein, si on veut. Bon, il n'y a pas d'intérêt de se scanner toutes les 5 minutes, mais c'est rassurant. Et donc, si on voit à un moment donné, en ayant mis une certaine dose d'insuline, que ça descend, on sait quand même toujours réagir à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, vous évoquez peut-être une autre circonstance que vous savez peut-être qu'il y a certains patients diabétiques de type 1 qui se font prescrire, ou qui demandent d'ailleurs qu'on leur prescrive une certaine classe de médicaments qu'on donne dans le diabète de type 2, qui peuvent, qui s'appellent les glyphosines ou les inhibiteurs du SGLT2, qui peuvent, c'est certain, aider certains patients diabétiques de type 1 à mieux équilibrer leur diabète, mais qui sont aussi à risque de donner une acétocétose. Et ça, le problème avec ces médicaments-là, c'est que parfois l'acétocétose ou l'acétose peut venir même quand la glycémie est encore normale. Et donc, c'est vrai que dans ces cas-là, le fait parfois de s'injecter de l'insuline en mangeant est peut-être effectivement un conseil que j'aurais pu vous donner. D'accord. D'accord, bon, oui. C'est plus privé, ça. Oui. Non, c'est pas privé, mais c'est-à-dire que ça concerne, en particulier des personnes qui prennent ce genre de médicaments. Mais enfin, c'est vraiment un très petit pourcentage de nos patients diabétiques de type 1. Oui. Par rapport à tout ce qu'on entend sur les régimes cétogènes, etc., quelle est la différence avec des personnes qui font un régime cétogène et l'acidocétose? Parce que c'est super confus, je trouve. Il y a beaucoup de personnes diabétiques qui voudraient bien faire un régime cétogène et diminuer fortement leurs glucides, voire pas manger du tout de glucides. De un, est-ce que c'est dangereux pour nous de ne pas manger de glucides? Et de deux, quelle est la différence dans tous ces régimes? Voilà, il y a beaucoup de questions sur les groupes qui se posent. Ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'on pourrait parler d'une heure, enfin même plus, en fait, de ça. Mais d'abord, la première remarque, c'est comme on l'a dit au début, la sécrétion des corps cétoniques est quelque chose qui est tout à fait physiologique. Et donc, ces régimes cétogènes sont en fait justement des régimes qui sont basés soit sur un jeûne ou une ration calorique très très basse, soit sur réduire donc de l'alimentation, par exemple les glucides, qui sont justement des choses qui vont provoquer la sécrétion de corps cétoniques. Mais encore une fois, chez les personnes qui sont non diabétiques et qui font ces régimes cétogènes, leur corps va sécréter des corps cétoniques sans que jamais ça ne les amène à l'acidocétose. D'accord, parce qu'eux continuent à produire de l'insuline, tandis que nous pas. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, c'est bien l'illustration que les corps cétoniques sont quelque chose qui est sécrété chez tout le monde quand vous êtes dans des situations de jeûne plus ou moins prolongées. Oui, d'ailleurs, la preuve, c'est souvent on a une mauvaise haleine. Oui, voilà. Et alors, pourquoi ces régimes cétogènes ont été promotionnés? Vous savez, dans tous les régimes, il y a beaucoup de publicité, d'effets d'annonce, toujours, et d'effets de mode. Mais pourquoi ils ont été promotionnés? C'est parce que, justement, ils ont aussi, par le fait qu'ils produisent, qu'ils entraînent la production de corps cétoniques, les corps cétoniques, avant avoir des nausées, de faire vomir, ça coupe l'appétit. Et donc, dans le régime cétogène, dès que les corps cétoniques commencent à monter, ça coupe l'appétit. Donc, quand vous voulez maigrir, c'est évidemment quelque chose qui est fort intéressant. Et donc, voilà. Donc, les régimes cétogènes, d'abord, peuvent être parfois hypocaloriques, pas toujours hypocaloriques,
Mais même quand ils ne sont pas très hypocaloriques, avec l'effet coupe-faim, si vous voulez, des corps cétoniques, ça permet de maigrir. D'accord. Donc voilà l'histoire des régimes cétogènes. Oui, ben écoutez, là Voilà. vraiment j'apprends quelque chose et j'avais pas fait la relation. Eh bien voilà, je suis très Oui, content de vous avoir appris quelque chose oui, aujourd'hui, oui, Madame bah, on Kessel. apprend tous les jours, hein, donc non, non. Donc ça, c'est chez les gens non diabétiques. Oui. Et alors, la question aussi très intéressante, est-ce qu'on peut Voilà. finalement conseiller à une personne diabétique de ne pas manger de glucides? Hein, voilà. Est-ce que c'est dangereux de diminuer et de voire supprimer les glucides? Voilà. Ah bah, écoutez, moi j'ai quand même assez évolué sur la question, hein, parce que d'abord, un régime qui ne contient pas de glucides n'est pas un régime équilibré. Donc ça déjà, il faut le dire. Hein, donc je sais que vous avez invité dernièrement une diététicienne, hein, etc. Oui, Madame Donc, Antoine. voilà. Hein. Donc les diététiciennes vous expliqueront bien, voilà, que c'est très important pour beaucoup de raisons, et en particulier déjà pour éviter des carences, en toutes sortes de choses, d'avoir des régimes équilibrés. Première chose. Donc, un régime qui ne contient pas de glucides n'est pas un régime équilibré. Maintenant, il faut toujours peser un peu le pour, les avantages et les inconvénients de chaque situation. Donc, moi, j'ai des personnes diabétiques, j'ai des patients diabétiques qui ont, par exemple, ils sont au travail, ils ont beaucoup de problèmes à gérer leur diabète parce que, par exemple, ils doivent manger, ils mangent un sandwich avec le collègue de travail, ils ne savent pas à quelle heure, vous voyez un peu ce que je veux dire, ils ne savent jamais ce qu'ils vont manger non plus, donc exactement quelle dose injecter, ni quand, donc ça peut poser des problèmes. Donc, moi, je dis à ces patients, écoutez, si votre diabète est en effet mal équilibré parce que vous n'arrivez pas à gérer les glucides du repas à midi, le soir ou le matin, bah, écoutez, voilà. Quel est le risque de ne pas manger de glucides à un repas, voire à 2 repas, si votre diabète peut être mieux équilibré grâce à ça? Ben, je pense que moi, je préfère que le diabète soit bien équilibré que de manger sans glucides, alors, en risquant peut-être de manger un peu trop gras ou un peu trop de protéines. Enfin, voilà, je pense que j'ai vu ce que je ne vous conseille pas non plus, mais je sais que ça existe, des gens, souvent des jeunes femmes, qui ont décidé d'enlever tous les glucides de leur alimentation. Oui. Bon, encore une fois, c'est quelque chose qui doit peut-être être un peu vu plus en détail hein, en ce qui concerne de ce qu'elles mangent et exactement. Mais en tout cas, il est vrai que quand vous passez un régime sans glucides, ces personnes-là ont plus facile à équilibrer leur diabète. C'est tout à fait vrai. Alors quand vous avez des gens qui sont très mal équilibrés et qui finalement arrivent à très bien s'équilibrer en mangeant pas de glucides, c'est vrai que ne pas manger de glucides peut avoir certaines conséquences sur la santé, etc. Bon, bref, mais est-ce que le bénéfice d'avoir un diabète bien équilibré n'est pas meilleur? Moi, je le pense. Voilà. Mais en fait, en somme, si on a sa lente qui couvre bien les 24 heures et qui est suffisante, il n'y a pas de contre-indication. Ah, les gens qui mangent sans glucides, effectivement, s'injectent très peu d'insuline rapide. Hein? Donc voilà, ça c'est le côté effectivement facile. Voilà. Maintenant, le côté un peu plus sombre du tableau, si je puis dire, c'est que c'est très très difficile de manger sans glucides. En général, les gens qui mangent sans glucides ont une alimentation, un régime extrêmement rigidifié aussi, hein, qui fait que est-ce que la qualité de vie à côté est respectée? Voilà, il faut tout voir. Hein. Bon, ça, je pense que c'est la personne qui doit... C'est la personne qui doit le voir. Maintenant, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut conseiller non plus, parce que si vous voulez, si voilà, vous équilibrez bien votre diabète, mais que d'un autre côté, votre vie devient un enfer, parce que vous devez lutter... Parce que vous êtes chiant pour tous les autres. Peut-être, mais parce que vous devez constamment lutter avec vous-même, parce que vous ne voulez pas manger telle ou telle chose, c'est aussi difficile. Donc, il faut aussi voir un peu l'ensemble du tableau. Bon, la santé en général, l'équilibre de votre diabète à côté, et enfin votre qualité de vie. Tout à fait. Hein, est-ce qu'il faut vivre pour son diabète ou traiter son diabète pour vivre? Là est la question. Alors, on a pas mal de personnes qui nous suivent, donc voilà, je dis bonjour à Nadine. Hein, voilà, on a Katrina, Aya, Christine, Marie, oh là là là, je ne sais pas tous vous citer. Mais quel succès! Oui, et donc... Et toutes les dames, en fait. Oui, j'ai un public très féminin qui me suit, donc voilà. Mais c'est peut-être les hommes qui sont partis faire les courses et les femmes sont à la maison. Sûr, voilà. Bien sûr. Donc, pour le moment, j'ai
pas de questions, donc n'hésitez vraiment pas à mettre vos questions dans les commentaires. On est là pour y répondre, et même par après, si on n'a pas le temps pendant le Facebook Live, vous pouvez mettre vos questions, Oui. on y Mais répondra. peut-être on peut continuer là-dessus parce que c'est vraiment Oui, quelque on va chose de continuer, très, c'était juste très pour... important et quelque chose qu'on a souvent en consultation. C'est-à-dire que souvent, bon, que ce soit déjà les médecins ou les professionnels, on est, si vous voulez, parfois un peu enfermé. Hein, voilà, par exemple, on parlait de ça, on est enfermé dans le fait qu'on doit promouvoir ce qui est vrai, un régime équilibré. Mhm. Hein. Mais les personnes diabétiques sont aussi parfois enfermées dans leurs propres habitudes. Hein. Je vous citais l'exemple de la personne qui a son diabète mal équilibré parce que depuis 15 ans, tous les midis, elle mange un sandwich. Bon, ok, à un moment donné, c'est des choses parfois difficiles à aborder, mais à un moment donné, il faut qu'on reste ouvert. Et moi, je dis parfois, écoutez, nous, on va vous apprendre à bien équilibrer votre diabète en évaluant les glucides du repas, en sachant comment bien injecter votre insuline pour votre repas. Mais si à un moment donné, le repas pose problème, essayons aussi de voir quelles alternatives Tout à fait. on pourra avoir au repas. Vous savez, moi, je cite souvent ça parce que je suis influencé par mes jeunes collègues qui sont aussi très féminines. Hein. Vous savez que la médecine, c'est fortement féminisé par mes jeunes collègues féminines et écolos qui parfois ont des repas que moi je ne connaissais pas, qui mangent des algues. Il paraît que c'est très très bon parfois les algues. Oui. Ou qui mangent des sources de glucides qui sont parfois très intéressantes et parfois plus intéressantes que le pain. Vous savez, toutes les légumineuses. Tout à fait. Les légumineuses, c'est quelque chose qui n'est pas fort à la mode, mais qui doivent être... Si, maintenant, beaucoup plus. Voilà, plus ça chez commence. les jeunes. Voilà, Oui, justement, voilà, c'est ce que je disais. voilà. Plus chez les jeunes. Mais manger des lentilles, une salade de lentilles... Oui. Moi, voilà, pendant très longtemps, j'en ai jamais mangé. J'ai un jour mangé une salade de lentilles, je trouve ça délicieux. Bon, voilà, donc plutôt que s'ennuyer à son injection d'insuline pour son sandwich, peut-être que d'autres styles de repas, tout aussi bien équilibrés, même parfois même meilleurs pour la santé qu'un sandwich américain poulet au curry ou que je ne sais quoi, voilà, une salade de lentilles c'est très bon pour la santé, les gens peuvent trouver ça très agréable et ça va fortement faciliter votre vie dans l'équilibration du diabète. Mais tout à fait, je pense que maintenant les insulines sont vraiment beaucoup plus faciles que quand j'ai connu, où on avait des heures fixes, des repas, où on ne pouvait pas changer les repas parce que sinon il fallait trop bouger les insulines et on était très cadrant, c'était par 2 unités ou par bloc. Ici on peut beaucoup plus varier et vraiment jouer sur l'alimentation et sur les insulines, et donc vraiment la porte est beaucoup plus ouverte. Maintenant, effectivement, voilà, il faut le savoir et avoir des diabétologues qui sont ouverts aussi à tous ces changements. C'est-à-dire, c'est aussi un peu pas que chez les médecins, mais c'est aussi un peu toute l'époque du paternalisme. Je veux dire, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y avait donc le médecin ou le sachant, et voilà, on imposait un peu les traitements. Bon, c'est vrai, maintenant, il ne faut pas non plus jeter la pierre. Je veux dire, on était aussi à une époque où, comme vous le dites, on avait tellement moins de manières de faire bien les choses qu'on était quand même fortement limité. Et donc, c'est vrai que manger des régimes fixés à l'avance, à heure fixe, était un peu, malheureusement, souvent la seule manière de bien s'équilibrer. Donc, mais bon, ça favorisait évidemment aussi tout ce côté un peu paternaliste de dire, écoutez, maintenant vous allez manger ça en telle quantité à telle heure. Mais même, je veux dire, pour le patient, des patients qui ont le diabète depuis très très longtemps et qui ont connu ça, pour eux aussi c'est difficile de sortir parfois de ce cadre et se dire, ok, je vais rien risquer. Donc voilà, c'est peut-être plus facile pour la nouvelle génération maintenant qui est directement dans la technologie. Pas forcément, parce que vous savez, on a tous, c'est pas qu'avec le diabète, c'est dans la vie, on a tous des habitudes, des choses qu'on fait depuis des années, qu'on a très très difficile à changer, pas que pour le diabète, pour tout dans la vie. Et donc voilà, donc maintenant, c'est parfois, effectivement, comme vous dites, il faut que nous restons ouverts à pouvoir imaginer toutes sortes de solutions pour ici en l'occurrence pour les personnes diabétiques, mais parfois aussi, de notre côté, si je puis dire, on est aussi parfois difficile à sortir les gens de leurs habitudes. Donc ça va dans les deux sens en fait. Tout à fait.
Hein, c'est vraiment une relation dans les deux sens. Je voudrais un petit peu, pour clôturer et terminer, que vous parliez de l'association du diabète, dont je fais partie aussi. C'est déjà terminé. Mais oui, je vous avais dit que ça allait passer super vite et que voilà, c'est très chouette. Et donc, je fais partie aussi de l'association du diabète. Je représente. En effet, je pense que je me souviens vaguement. Hein. Voilà. Non, vous êtes très active dans l'association. 3 ans. Et donc voilà, je voudrais que vous donner les avantages pour les patients de s'affilier à l'association du diabète. L'association, donc ex-association belge du diabète, a été fondée pendant la guerre 40-45, donc c'est déjà très très long. Hein. Donc ça a été créé au départ donc, par des diabétologues de l'époque pour favoriser la délivrance d'insuline et des tickets de rationnement repas à l'époque pour les diabétiques. Donc vous voyez, c'est déjà très longtemps. Donc dès le début, le but était quand même d'aider les patients diabétiques dans la gestion de leur diabète, qui évidemment a été beaucoup plus difficile à certains moments qu'à d'autres. Alors, depuis, ça a toujours été, en fait, le même but. La mission n'a pas changé. La mission n'a pas changé, bon, évidemment, avec parfois des rôles, des facettes un peu différentes. Donc, par exemple, ce qu'on sait, bon, peut-être très peu, mais qu'on est en Belgique, un des pays où on a le plus à la fois de médicaments, donc ça c'est plutôt pour le type 2, aussi pour l'insuline pour le type 1, de médicaments, d'insuline, de technologies remboursées. On est non seulement remboursé, mais souvent remboursé à 100%, ce qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Et ça, c'est grâce à l'action très très importante. Bon, en particulier des professionnels de santé qui sont membres de l'association et qui, on est, encore cette semaine, en contact permanent avec l'INAMI. Tout à fait. Comme vous savez, qui en Belgique est l'organe le plus important dans ce qui est du remboursement des médicaments. Donc rien que pour ça, c'est vraiment très important de venir nous rejoindre parce que vous défendez nos droits fondamentaux. Je pense. Droit à l'accès à nous soigner. Ça, ce n'est qu'une facette. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est que quand soit la ministre de la Santé, ou le SPF Santé publique, ou l'INAMI nous demande notre avis, ou en tout cas, où on le donne même sans qu'ils nous le demandent, ils savent que derrière, on a des milliers de membres. Si on vient en disant, bon, on représente 10 diabétiques, évidemment, ça n'a aucun poids. Donc ça, c'est très important. L'autre chose qui est très importante aussi, c'est une mission d'information. D'information pour, vous savez que, bon, à l'ère d'Internet, malheureusement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations, et ça, c'est très, très, très bien, de partout dans le monde. Oui, alors on a l'information de partout aussi. Il faut trier. Il faut beaucoup trier. Et ça, bon, alors aussi, depuis, encore une fois, des dizaines d'années, l'association a sa revue, que vous connaissez bien, d'ailleurs aussi qui a changé de logo dernièrement, donc qui est toujours publiée, qui est aussi maintenant présente sur le net, sans doute pas assez, et dans les mois et les années qui viennent, on va renforcer notre présence donc sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais je pense aussi que la revue et d'une manière générale, parce que l'AD ne donne pas que des informations que dans sa revue, on organise aussi beaucoup de réunions d'information et autres, mais je pense que les informations qui sont dans la revue sont aussi très importantes parce que c'est une information qui est non biaisée, par exemple par à la fois par l'industrie pharmaceutique, mais aussi non biaisée parce qu'il n'y a pas de chapelle particulier. Ce n'est pas de l'information qui est donnée par un médecin d'un hôpital particulier. C'est vraiment quelque chose vraiment général qui, je pense, vous allez me dire aussi que je suis jugé parti, mais qui, je pense, est de très bonne qualité. Et donc voilà, je pense que ça, c'est un souci. C'est un souci pour nous de pouvoir donner cette information toujours, mais je pense que c'est vraiment un avantage important pour nous. Il faut savoir que tout ça coûte très cher, évidemment, à faire. Ça ne fonctionne pas aussi simple. Il y a vraiment un gros soutien derrière. Ça demande beaucoup de... Donc, ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose aussi qui est très importante et qu'on a fait en particulier ces dernières années, c'est de participer ou d'initier par nous-mêmes des campagnes de promotion des bonnes mesures hygiéno-diététiques, d'hygiène de vie qu'il faut pour éviter le diabète, donc des campagnes de prévention du diabète et aussi des campagnes pour
si vous voulez favoriser la prise en charge d'une diabète d'une manière plus précoce. Parce qu'on sait que beaucoup de gens ignorent qu'elles sont diabétiques, et on sait que plus on prend en charge le diabète précocement, tôt, plus on a de chances d'éviter les complications à long terme. Donc c'est aussi quelque chose qu'on fait à la fois auprès des autorités pour favoriser donc les campagnes de prévention et d'information, et aussi des campagnes qu'on fait nous-mêmes. Pour favoriser le dépistage. Ça, c'est très important. Donc ça ne concerne pas non plus forcément la personne diabétique, mais ça peut concerner sa famille, la population en général, quand on parle de prévention. Tout à fait. Alors, quelles sont les dernières nouveautés pour ceux qui voudraient s'affilier et qui hésitent encore à nous rejoindre? Alors, les dernières nouveautés, donc on voudrait vraiment maintenant favoriser, donc déjà mieux valoriser, mais créer de nouveaux services pour les personnes diabétiques. Donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous allons bientôt engager donc, une infirmière éducatrice en diabétologie, qui sera en tout cas dans un premier temps au moins mi-temps à l'association, et qui sera donc, je pense, une source d'informations et de conseils pour les patients très importants. Un de mes projets aussi, mais qui n'est pas encore avalisé par l'association, mais un de mes projets serait qu'on réengage, on a eu dans le temps, mais on n'a plus malheureusement, mais qu'on réengage aussi un conseiller juridique, parce que vous savez, ça, le chapitre de diabète, assurance, c'est etc., un gros chapitre. C'est un très gros chapitre, et donc ça, je pense que nous avons aussi besoin d'un conseiller juridique, donc professionnel, qui pourrait aider les patients. Donc ça, c'est un projet. Bon, bien sûr, vous savez aussi que nos membres diabétiques, donc vous en particulier et d'autres, sont aussi très actifs dans toutes sortes de manifestations. Il y a des manifestations sportives et autres, des visites. Même si vous et moi ne sommes peut-être pas trop sportifs. Disons que ce n'est pas notre priorité, on y va peut-être, mais voilà. On sait que quand même, la pratique du sport est quand même très importante aussi dans le diabète. Donc, je pense que c'est ce genre d'activité qui est aussi, je pense, qui plaît et qui est très importante aussi pour grand nombre de nos membres. Voilà, enfin, je pense qu'il y a, en quelques minutes. Non, c'est juste pour, quelques mots, et voilà, pour dire qu'il y a des activités sportives, il y a aussi des visites, enfin voilà, il y a différentes activités, donc voilà, il ne faut pas hésiter. Activités, information sur le diabète envers nos patients, envers la population, envers les autorités. Bon, lobbying, il faut quand même le dire, intensif pour le remboursement des nouveaux médicaments et l'accès aussi. Donc, aux nouvelles technologies, ça tout aussi, on est en discussion permanente pour avoir un accès plus large aux nouvelles technologies qui coûtent très cher, il faut le dire. Donc, l'INAMI n'est jamais d'accord sans longue discussion pour c'est d'actualité, ouvrir les vannes de nouvelles technologies. Donc, tout ça aussi, on le fait. Et encore une fois, c'est très important de le dire, quand on va là, bien sûr, quand on est interrogé par un ami, on y va là en tant que diabétologue et en tant que spécialiste, mais les politiques savent bien que nous avons derrière aussi un grand nombre de patients, et c'est ça qui est important. C'est la force, Je dis toujours, ensemble, on est plus fort. Mais c'est la force, et donc l'association est un modèle mixte, où il y a à la fois des professionnels de santé, bien sûr impliqués dans le diabète, d'une part, d'autre part, on va dire, je ne vais pas dire des patients, parce que tout le monde peut se faire membre, donc on va dire des non-professionnels. Faut savoir, tout à fait, il faut savoir que le nouveau logo, c'est patient et soignant, et donc même pour les soignants, il y a une raison de s'affilier et de venir, parce qu'ils y trouvent aussi plusieurs activités tout au long de l'année, au niveau des infirmières, des médecins, enfin voilà, vous avez vraiment un large panel. Les professionnels sont aussi en fait à la demande d'informations, d'être mis à jour sur les tout choses. À fait. Ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, la formation des infirmières en diabétologie, donc d'éducateurs en diabétologie, est organisée. Peut-être que peu de gens le savent, mais aussi est organisée je pense qu'il y a peu par notre conseil diététique, notre conseil infirmier. Donc c'est très important aussi à dire. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que bien sûr, c'est un modèle mixte qui parfois est difficile à expliquer ou à faire comprendre aux gens. Mais c'est un modèle, bien sûr, il y a toujours des inconvénients à tout, mais qui a de nombreux avantages, en ce sens que, par exemple, il a cet avantage d'avoir plus de poids
auprès des autorités. Tout à fait. On connaît, enfin, je ne vais pas citer des noms, mais on connaît de nombreuses associations de patients. Bon, elles ont je pense qu'elles sont très utiles, par exemple, déjà pour le fait que les patients puissent déjà se rencontrer et discuter ensemble et se connaître. Mais c'est vrai qu'ils souvent, j'ai l'impression, ont moins de poids au niveau des autorités de santé, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est je pense, des grands avantages de l'association du diabète. Bien, ben écoutez, merci beaucoup, docteur Crenier, pour cette matinée très instructive et sympathique. Merci à Vincent qui est à la technique, mon ami fidèle, qu'on ne voit pas, voire jamais, mais qui est toujours présent. Et voilà, je vous rappelle que vous pouvez voir le replay, écouter le podcast. N'hésitez pas encore à mettre des commentaires. Alors, j'ai lu les commentaires, mais je n'en ai pas parlé au docteur Crenier parce que c'est des questions qui sont plus relatives pour une diététicienne. Et si vous voulez, on abordera ce genre de sujet dans un autre Facebook Live. On n'a pas beaucoup de temps, comme on voit. Mais donc, voilà, on en fera plusieurs et on décortique. Oh, c'est trop dur à dire. Bref, voilà, j'ai des questions sur le sucre de fleur de coco, mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Sur les repas des légumineuses, oui, ça concerne plus. C'est plus pour Madame Antoine qui se fera un plaisir de revenir nous voir. Donc moi, je vous retrouve. Peut-être qu'on en fera encore un pendant les vacances. Non, on n'en fera pas pendant les vacances. Tu n'es pas là. Voilà. Bon, tant pis. Donc, on se revoit moi, après, c'est moi qui ne suis pas là. C'est pas que de ta faute. On se revoit alors au mois de septembre et je pense qu'on abordera un autre sujet. Et d'ici là, on vous souhaite de belles vacances, de prendre du bon temps. Et avec cette période qui est un peu difficile, voilà, relaxez-vous. Prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous, docteur Crenier. Merci. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.